rester pour cette deuxième partie. Et ce soir, vous allez encore aimer Kotlin, et notamment KMP, et pas seulement pour Android, bien sûr. Donc on va démarrer tranquillement. Yacine Ben Abbas. Je fais partie récemment du Lille Android User Group, mais je suis DevRel chez Worldline et j'ai fait un peu tout durant ma carrière, hein, du front, du back, et tout ça, bien sûr, avec du Kotlin. Donc moi, c'est Ibrahim Garbi, donc je suis aussi DevRel chez Worldline. Je fais du mobile depuis 2009. J'ai touché un petit peu à tout, même du BlackBerry. J'ai fait aussi un peu de DevOps, du coup. Alors Ibrahim, est-ce que tu peux du coup me faire une petite introduction sur Kotlin? Mais carrément. En fait, on est parti un petit peu de l'écosystème où on en est actuellement. Donc ça, c'est un peu ce que propose JetBrains autour de l'écosystème. Donc entre 2022 et 2023, il y a une petite baisse autour de l'utilisation de Kotlin pour Android. Il y a une petite hausse pour l'utilisation du multiplateforme. Donc quel meilleur moment quand on est développeur Android pour commencer à s'y intéresser. Deuxième argument, en fait, c'est un peu l'écosystème des applis. On trouve que c'est un timing sympa parce que y a plein d'apps qui commencent à être un peu multiplateformes, donc avec certains même qui ont démarré avec KMM. Et on a notamment des Français avec Leroy Merlin. Donc il y a un case study qui est proposé, je ne sais pas où ils en sont, mais on parle quand même de 1,5 million d'utilisateurs actifs. Et il y a Deezer aussi, avec un case study chez JetBrains. Et bien évidemment Worldline. En fait, dans la boîte on bosse. Donc c'est une boîte qui fait des technologies de paiement. Et on a en fait dans notre competence center une des applis espagnoles, donc notre competence center en Espagne, qui ont sorti récemment l'appli Aeroski en multiplateforme. Et c'est quand même 800 000 utilisateurs actifs. Nos collègues espagnols, oui, ils sont très chauds en Kotlin. Ils en faisaient même quand c'était en bêta, ils ont sorti des applis, des prototypes et tout. Et on a même le compétence center de Seclin qui est présent ici. Voilà. Yacine, tu peux nous faire un petit topo du coup sur la genèse de Kotlin. Alors, donc là, on connaît tous Kotlin parce qu'on fait de l'Android avec, mais sachez que Kotlin, en fait, à la base, quand ça a été annoncé, c'était déjà avec l'esprit multiplateforme. Parce qu'initialement, quand il a été annoncé, ça supportait la JVM et le JS. Donc après, bien sûr, on a été tous séduits par le langage et par ses qualités. Du coup, c'est allé jusqu'à être le langage préféré officiel d'Android, n'est-ce pas, Ibrahim? Tout à fait. Donc deuxième période de maturité, je dirais. Donc là, on a vraiment le cœur de ce qu'on connaît autour de l'écosystème Kotlin qui est arrivé. Donc la programmation concurrentielle, Ktor, client-serveur, première version. Jetpack, et s'en est suivi très rapidement, du coup, Compose multiplateforme. Et puis l'entrée de l'écosystème Apple, du coup, avec KMM. Donc ça a été plutôt la troisième phase. Et du coup, Yacine, la deuxième phase, troisième phase. Ouais, troisième phase, cette année, on y est. Kotlin 2.0 qui va bientôt sortir. On a KMP aussi qui devient de plus en plus stable et mature. Donc, comme vous voyez derrière avec ce petit graphique, on est vraiment dans une pente ascendante. Ça continue de progresser, d'évoluer. Donc, on franchit vraiment un palier, un jalon. Donc, c'est vraiment de plus en plus intéressant de s'intéresser à Kotlin et de s'ouvrir à tout ce qu'il fait et à son écosystème. Donc j'ai envie de te dire, quelles sont pour toi les forces de cet écosystème? Alors j'ai retenu 4, on en a retenu 4, donc un peu c'est notre classification ou notre catégorisation. Bien sûr, Kotlin, c'est multiplateforme, c'est un écosystème multiplateforme, donc on va y revenir un peu après, on va détailler un peu ça. Une autre force de cet écosystème, c'est que c'est full stack, donc c'est sur le suivant, voilà, c'est que c'est full stack. Ça veut dire qu'on peut faire du front, du back, de la data science, des scripts, donc on peut tout faire en Kotlin. Aussi, un autre axe, c'est que c'est une communauté super active. Vous voyez déjà, vous entendez, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Kotlin Conf, c'est une super conférence qui est de plus en plus importante. Android Makers, voilà, tout ce qui est autour. Kotlin Paris User Group, si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas, il y a un groupe Kotlin sur Paris. Ouais. La fondation Kotlin aussi, qui a été créée il n'y a pas longtemps pour un peu promouvoir et animer un peu cette communauté-là. Donc, bien sûr, il y a de l'open source derrière, pas mal de trucs open source. Donc, voilà, c'est vraiment un super
un super élément. Et bien sûr, donc là, je pense que tout le monde est d'accord dans cette salle, c'est que le langage, c'est un langage qui est moderne, intéressant, amusant. Donc voilà. Donc ça, on va parler un peu des nouveautés en fin de présentation. Alors Ibrahim, on fait un petit focus sur le front en multiplateforme. Ouais. Donc du coup, sur KMP, ben, revenons un petit peu sur la stack. Donc déjà, en termes de plateforme, donc Kotlin multiplateforme, ça supporte quoi? Ça supporte pas mal de choses du coup. Donc historiquement, on l'a vu, la JVM. Le support natif, des builds natifs, donc Linux, Windows, macOS, Android, iOS. Et tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur la partie web? Et bien sûr, sur la partie web, donc avec JavaScript et WASM. Donc, est-ce que vous connaissez WASM dans la salle? Est-ce que ça vous parle? Donc, WASM, ça vient de WebAssembly. En fait, c'est un autre langage qui vient à côté de JavaScript. Ça permet d'avoir un deuxième langage qui est un peu plus rapide pour certains types de traitements. Et en plus de ça, c'est que n'importe quel autre langage de programmation, le C++, Rust, Go, Kotlin, peut compiler en WASM. C'est-à-dire, ça veut dire que du coup, les navigateurs sont virtuellement compatibles avec tous les langages de programmation. Et donc Kotlin supporte le WASM aussi, donc il supporte super bien le navigateur. Et WASI, qui est en fait le WASM, mais en dehors du navigateur. Ça devient aussi un environnement d'exécution en dehors du navigateur, ce qui fait que c'est encore une façon d'être multiplateforme pour Kotlin. Ok. Du coup, côté architecture logique, on va dire, comment ça se passe? Ce qui est cool, c'est un mot, la flexibilité. Du coup, avec Kotlin multiplateforme, vous êtes développeur Android, vous avez vos sources Android, vous pouvez tout de suite déjà démarrer une approche multiplateforme. Comment? On va prendre un projet standard, on est dans la région, retail, vous avez une appli de drive, vous avez un catalogue produit, vous avez un tunnel d'achat, il y a le détail des articles, et vous l'intégrez de la FIDE. Techniquement, vous pouvez prendre votre projet Android, le mettre en multiplateforme, et commencer à bosser sur la FIDE, le module de FIDE, en multiplateforme avec vos premiers endpoints multiplateforme. Et tout doucement, peut-être amener une nouvelle app, iOS, l'intégrer partiellement, avoir la même feature de fidélité. Et du coup, ça peut être votre premier pas finalement dans l'approche multiplateforme. Ensuite, deuxième étape, c'est de commencer à se dire, non, mais là maintenant, même ma business logique, je vais commencer vraiment à la penser multiplateforme. Donc là, tout doucement, encore une fois, c'est ça, c'est vraiment l'avantage de KMP, c'est qu'on peut aller doucement et on peut même, je dirais, faire un pas en arrière si on estime que pour telle ou telle feature, on préfère rester sur du natif. Donc il n'y a pas de souci. Et la dernière approche d'architecture, c'est grâce à Compose multiplateforme. Donc là, on peut vraiment se dire, c'est tout, on va vraiment focus sur une architecture full multiplateforme avec l'ensemble de son architecture purement en Kotlin. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut même, grâce au Kotlin DSL, même faire l'ensemble de son build, la configuration de son build system avec Gradle. Et pour le deuxième et le troisième schéma, en fait, le deuxième, c'est quand on faisait du KMM, pour ceux qui en ont fait, où on va faire la partie UI avec du Swift UI et du Jetpack Compose. Mais là, maintenant, avec du coup KMP Compose multiplateforme, on peut tout faire en Kotlin du coup. Yes. Donc juste quelques définitions pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc déjà, voilà, tu parlais de Kotlin multiplateforme mobile, on oublie. Donc en fait, c'était un sous-projet de KMP, sous-projet qui n'avait pas forcément de sens et qui complexifiait un petit peu l'écosystème alors que c'est la même technologie. Du coup, on parle maintenant vraiment que de Kotlin multiplateforme. Et là, techniquement, tout est basé sur le build system Gradle. Et avec deux notions qui sont importantes à connaître, le module. Donc le module, c'est vraiment rendre autonome une target d'application avec son build system qui lui est propre. Et le source set, c'est l'isolation de sources logiques au sein même d'un module. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la base. Et donc si on regarde un petit peu dans le détail comment ça marche, en réalité, Kotlin multiplateforme, ça n'est ni plus ni moins qu'un module shared dans lequel, alors, hop, tac, 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 ah oui, ça ne marche pas. Donc un module shared dans lequel on va avoir l'ensemble de son code Kotlin, où du coup avec Compose multiplateforme, on peut tout à fait essayer de respecter l'architecture pattern MVVM d'Android. Et c'est même une belle préco. Et on a les différents sources sets qui vont correspondre en fait au binding du code natif que l'on souhaite quand même intégrer dans son code commun. Ensuite, on a le KMP Gradle plugin qui va permettre du coup d'intégrer ces sources-là aux différents modules. Et donc les modules en question, donc App 1, App 2, c'est un module par plateforme. Donc ça, c'était encore le cas il y a quelques semaines. Maintenant, depuis que le Wizard est sorti, il y a une autre approche
qui est proposé. Alors, peut-être juste avant, bah voilà, la question qu'on peut se poser, c'est si je veux rajouter du coup une nouvelle plateforme. Bah, concrètement, c'est tout simplement l'ajout d'un nouveau module, d'un source set, avec l'ensemble de ce qui a pu être codé spécifiquement pour les plateformes à coder spécifiquement pour la nouvelle plateforme, rajouter son module avec la bonne configuration du build system Gradle, et c'est tout. Et ensuite, on déploie sur la nouvelle plateforme. Et d'ailleurs, si maintenant on fait du compose multiplateforme pour de l'UI, normalement, on n'a vraiment pas grand-chose dans les modules, hein. C'est juste un peu de cérémonie pour mettre les choses en place, le manifeste ou sur iOS, le Xcode Proj. Mais la plupart du code, ce sera dans le module shared. Et gestion des permissions et des manifestes. Ouais, globalement, je sais pas si tu l'as peut-être déjà dit. Et je vois juste, il y a une petite spécificité, c'est qu'on est encore sur du scripting un peu custom pour Apple. Et donc, du coup, l'interface pour l'intégration des sources, c'est pas Gradle et c'est pas les sources 7, c'est vraiment un point framework ou un CocoaPods et peut-être demain des Swift packages. Donc maintenant, on parlait de binding de code spécifique. Donc Android SDK, UIKit pour Apple. Le binding se fait grâce à un mot-clé actual expect. Donc expect, c'est finalement la définition du contrat qu'on souhaite pour l'ensemble du binding qu'on en souhaite sur les plateformes spécifiques. Donc ce qui est cool, c'est que du coup, là, on se rend compte que du coup, pour Android et pour iOS, j'ai accès du coup à l'ensemble de mes SDK et wrappé en Kotlin. Donc du coup, alors il y a un coup à prendre, mais du coup, ce qui est cool, c'est qu'on reste en Kotlin quand on souhaite faire du natif. On a du UI device directement en Kotlin, c'est ça, hein? Ouais. Ah, c'est cool. Et du coup, si ce qui est cool, c'est que le contrat, il doit être respecté, sinon à la compilation, par exemple, si on ne vient pas définir une des plateformes, on a à la compilation une erreur. C'est un build time, donc on le sait déjà. Tout à fait. Un mot sur Compose en multiplateforme, rien de nouveau sous le soleil pour des développeurs Android. Donc on retrouve le déclarative UI avec Compose multiplateforme. On retrouve alors, en termes de documentation, il y a encore un vrai effort à faire. On s'inspire largement de la doc Jetpack Compose pour aller trouver l'ensemble des composants. Mais techniquement, on retrouve l'ensemble de l'architecture modifier. Après, qu'est-ce qu'il y a sous le capot? En réalité, c'est une alternative à OpenGL qui vient dessiner l'ensemble des composables. Donc c'est ce qu'il y a avec l'implémentation Skiko de JetBrains. C'est ce qui a été utilisé avec Flutter. Je crois que maintenant ils sont sur Impeller, si je ne dis pas de bêtises, au moins sur iOS. Mais là, ouais. Du coup, on peut dire que c'est ce qu'il y a avec Compose multiplateforme. Ouais. Du coup, la petite démo, on est parti d'un petit use case simple. Donc 3 écrans, une petite appli de quiz. Donc j'ai une petite card. J'ai du coup un composable qui va me gérer les questions avec mes states. J'ai mon score final sur un autre screen. J'ai une navigation. Et globalement, je vais aller chercher un endpoint avec la liste des questions. Tu nous fais la démo du coup, hein? Donc l'idée, c'est de vous montrer un petit peu comment ça marche. Yes. Hop. Alors, je vais passer en mode partage d'écran. Si tu veux une chaise. Je te remercie, ouais, avec plaisir. Hop. C'est bien d'être deux speakers, hein. Voilà. Donc du coup, peut-être premier focus. L'idée, c'est pas de tout montrer, mais en tout cas, déjà, vous pouvez voir que j'ai mon serveur app dans lequel j'ai mes routes. Donc ma route, elle est très simple, hein, elle vient de générer ma liste de questions. Et du coup, je peux déjà avoir la possibilité en monorepo de lancer mon premier serveur. Donc c'est ce que je vais faire ici. Hop. Il était déjà lancé, je le relance. Hop, je vais. Donc tu as un serveur ici en Keter serveur? Yes. Donc ça, voilà. Je vais le laisser tourner. Pendant ce temps-là, je vais continuer. Du coup, on retrouve les modules dont je vous parlais, hein. On n'a pas encore basculé sur le nouveau template. Donc Android App, Desktop App, JS App. Et du coup, j'ai mon shared. Donc avec mon module. Donc dans mon shared, je vais trouver mon common main qui va contenir le socle applicatif dont je vous parlais avec une architecture MVVM. Donc je retrouve du coup mes différents screens, mon navigation de host, mon composable d'entrée principale. Et donc qu'est-ce que je peux vous montrer? Du coup après on retrouve aussi les data sources. Donc sur mes data sources, je vais avoir notamment la DB. Donc, alors la petite spécificité, c'est là où on va voir où le binding de temps en temps, là les libs, typiquement SQLDelite,
l'instanciation du driver soit se fait par injection, soit il faut le passer dans ces différents composables. Et donc pourquoi? Parce que les drivers sont encore spécifiques et il y a encore du boulot pour arriver à faire ça de manière générique. Donc là il n'y a pas d'injection hein, dans ce que j'ai proposé, mais en tout cas on vient passer le driver. Et donc concrètement comment on passe le driver? Bah, si je vais sur mes différentes implémentations, donc desktop app, je viens sur pardon, pas desktop app, donc common hop desktop main, je viens sur mon desktop et je vois que du coup, bah, je viens faire un actual sur pour faire mon database driver factory et je viens l'instancier. Et du coup, bah, mon expect se retrouve du coup dans common main au niveau de mon NAP, je crois que je l'ai défini là, ouais. Et du coup, ici, je viens faire mon expect pour bien dire que mon contrat, je le veux sur pour mon database factory. Et du coup, ce que je peux vous montrer aussi, c'est que du coup, voilà, pour JS, on vient instancier le driver spécifique. Ouais. Avec le suppress là, toujours, hein, c'est ça. Alors, parce qu'en fait, alors ça c'est parce que les classes, en fait l'expect, le mot-clé expect sur les classes est encore en expérimental. Si on le fait sur une méthode, il n'y aura pas de warning, c'est déjà stable. Ouais. Mais par contre, sur la partie classe, sur les enums, sur plein d'autres composants, sur plein d'autres. Donc ouais, là-dessus, on est obligé pour l'instant. Ouais. Bon, après, donc, voilà. La question c'était pourquoi mettre un suppress sur un expect? Parce que c'est pour les classes. C'est pour les classes, tout à fait. C'est encore en expérimental. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc après, voilà, pareil pour JS. Bah, donc, du coup, pareil, le driver. Je viens l'instancier. On voit que c'est un web worker driver dans lequel je viens binder des libjs. Donc là, sur la partie web, ouais, il y a encore pas mal de boulot. Mais en tout cas, ça fonctionne. Mais là, est-ce qu'on peut espérer, par exemple, un jour, directement au niveau de la librairie, ils intègrent directement les expect actuels et qu'on n'ait pas à le faire à la main? Je pense que c'est clairement dans la feuille de route, en tout cas l'ambition derrière ça. Et d'ailleurs, pour Ktor, c'est beaucoup plus simple. On n'a pas de ce type de contrat à gérer nous-mêmes, c'est fait derrière au niveau des libs. Donc là, maintenant, l'idée, c'est de tester un peu ça. Donc si, par exemple... Ouais. Du coup, là, tu fais du SQLite en JS, c'est ça? Du coup, tu as une base de données dans ton app. Ouais, tout à fait. Alors, qui est transformé du coup en data store grâce à la lib qui est proposée ici SQLJS Worker. Et qui est persistant du coup. Ouais. Et qui persiste. Ouais, c'est bien l'idée. C'est bien l'idée. Voilà. Donc après, ouais. Donc du coup, si je lance du coup la petite app, hop. Donc la question c'était du coup en JS, on a vraiment si c'était une base de données persistée côté navigateur. Oui, donc la réponse était. Oui. Et donc là, du coup, ouais, dans la petite appli de démo, il y aura les sources en fin de presse. Mais du coup, il y a un data source pour l'API. Il y a un data source moqué quand il n'y a pas de réseau, du coup, ça génère un mock. Et puis il y a le data source, l'ADB. Et après, les règles de gestion, elles sont assez simples. C'est s'il y a moins de 5 minutes qu'on a requêté, on vient récupérer la base. Et sinon, on vient se faire un appel réseau. Et s'il n'y a pas du tout de net, ou c'est la première fois que je me connecte, j'ai pas de net, j'ai le mock qui vient se proposer. Donc là-dessus, hop, si je lance la desktop, alors là, on voit qu'il y a le mock qui s'est lancé sur Android, c'est normal parce qu'il y a des petites choses qu'on doit penser. Par exemple, l'IP local pour un émulateur Android, c'est pas le même. Donc après, il faut gérer des flags pour pouvoir avoir une IP différente en fonction de la target dans laquelle on va lancer. Mais là, typiquement, si je lance le desktop, a priori, ça devrait bien se passer. Est-ce que je l'ai lancé? Stop and rerun. Donc le desktop, ça utilise la JVM pour tourner. Ouais, on n'a pas fait de build natif là dans la build. Alors. Donc déjà, je peux peut-être montrer la partie web. Oui. Ouais. Le desktop, tu viens de dire que pas de build natif, ça veut dire que ça utilise uniquement, c'est un peu comme ElectronJS en fait. Non, ça utilise la JVM. C'est du pur JVM là. Je dirais que c'est plus comme Swing ou JavaFX. Ouais, mais derrière, c'est du. Donc là, du coup, ouais, j'ai mon rappelle des souvenirs. Mon appli web. Alors après, on peut voir que du coup. Tac. Donc je sais pas pourquoi c'est. Mais hop, je vais relancer le desktop. On va voir si ça redémarre mieux. Je vais peut-être trop lancer. Hop. Tiens, pendant que ça charge. Oui, je t'en prie. Petite question concernant Skia versus Impeller. Si Flutter aujourd'hui est sorti de Skia pour aller vers Impeller, c'est parce qu'ils avaient remarqué qu'il y avait vraiment trop de junk sur les animations iOS. Oui. Est-ce que sur KNP, ils vont avoir la même motivation de aussi basculer un jour sur Impeller, ou est-ce qu'ils vont rester sur Skia et essayer de compenser les défauts qu'on peut trouver sur iOS?
En tout cas, roadmap 2024, un des axes principaux, c'est l'amélioration des perfs en iOS, pour le coup. Donc après, quels vont être les choix techniques, je ne sais pas. Ok. Bah, du coup, merci pour le partage. Donc, la question qu'on a eue, c'était que sur Flutter, le choix d'impeller, c'était parce que avec ce qu'il y a, il y avait trop de junk. Donc, est-ce qu'il y aura la même chose sur KMP? Donc, déjà, nous, ce qu'on sait, c'est qu'il y aura c'est dans le roadmap, c'est d'améliorer iOS. Ah, merci. On l'a reparti sur le mock, mais L'info. voilà, globalement, en tout cas, on a bien ses screens, on a bien sa navigation, avec un navigation host, et puis on a les différentes plateformes qui sont supportées. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, n'hésitez pas si vous avez. N'hésitez pas, pendant Gérard? qu'on reste studio ouvert. Tu utilises quoi là du coup pour naviguer sur ta version desktop? Tu n'utilises pas du coup Jetpack Navigation? Non, pas dispo. Du coup, il y a une libre tierce. Après, je ferai l'overview un peu au niveau architecture, mais c'est Precompose App. Moi, j'utilise Precompose, mais il y en a d'autres, il y a des alternatives, mais il y a des frameworks de navigation. Ouais. Bah, du coup, je switch direct, comme ça. Hop, tac, tac. Donc après, ouais, bah, du coup, on y arrive tout de suite. Hein. Où est-ce qu'on en est côté architecture? Donc, côté UI Element, bah, les composables, on l'a vu. Le point un peu faible, c'est qu'il faut vraiment aller voir la doc Jetpack Compose sans garantie que tout soit couvert. Mais il n'y a pas encore de doc consistante, ou alors n'hésitez pas hein, si vous la connaissez. Côté navigation, Precompose navigation. Ouais. Sur la doc, finalement, c'est peut-être mieux qu'elle soit à un seul endroit, non? Ou alors est-ce qu'elle a vocation à être différente? Alors, bah, en fait, c'est juste que tu vois, tu as une roadmap différente entre Compose multiplateforme et les composables supportés et Jetpack Compose. Donc après, en fonction d'eux, pareil, après, tu as les packages matériels. Ça serait cool d'avoir au moins le statut quelque part. Alors, les matériels, aujourd'hui, je ne peux pas l'utiliser en multiplateforme? tu peux l'utiliser, mais tout n'est pas compatible avec la même roadmap que celle de Jetpack. Le code je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme du scaffold, par exemple? Si, tu peux utiliser, ouais. Mais c'est pas le même, celui de JetBrains, c'est un fork de celui de Google. Alors, ils vont pas forcément être. le rendering se fait sur ce qu'il y a. Donc après, c'est pas le même type de rendering derrière que a priori Jetpack. Sauf, donc c'est pas le même rendering en bout de chaîne. Le rendering n'est pas le même, mais Ouais. le code du composable lui-même, c'est le même ou pas? Moi, je peux pas te dire. Je peux pas te dire. Je sais pas. Je sais pas, mais a priori, les timelines ont l'air de plus en plus se rejoindre. Et aujourd'hui, c'est ce que je dis plus tard, mais en tout cas, les seuls libs qui sont officiellement supportés par Google, c'est Datastore, Annotation, et il y en a un troisième. Mais le reste, il y a rien de, tu trouveras pas dans la doc Google de libs supportés officiellement avec la roadmap synchrone avec Android, quoi. Donc, ouais, là, en fait, c'est-à-dire que là, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il faut d'abord tester le composant s'il existe sur Compose et ensuite voir sa doc sur Jetpack, c'est ça en fait. Et si on trouve un composant sur Jetpack, on n'est pas sûr qu'on le trouve sur Compose. Mais si on le trouve, c'est la bonne doc. Ouais, et ça reste plutôt consistant sur tous les éléments standards, hein, pour le coup. Alors après, juste côté ViewModel aussi, pas d'implémentation encore. Donc du coup, il faut passer par des librairies tierces, donc Precompose ViewModel, Moco MVVM, KMP ViewModel. Et juste ouais, sur les ressources, c'est ce qui a le plus progressé ces 2-3 derniers mois. Donc il y a déjà la lib Painter Ressources en expérimental qui permet de ne plus avoir à manager des contrats expect actual sur la récupération des images et du coup d'avoir à gérer les ressources séparément. Donc là, c'est déjà un premier truc super sympa. Et après, il y a des librairies tierces pour gérer tout ce qui va être chaîne de caractères, traduction et autres. Mais ça arrive. Donc, ouais, super sympa KMP Awesome. Ça a l'air d'être bien maintenu et synchronisé avec JetBrains. Ouais. Juste une petite question par rapport au view model. Ouais. Sur Android, c'est un item qui a son propre cycle de vie. Du coup, comment est-ce que ça se gère avec une problématique KMP du coup? Alors, qu'est-ce qu'il y a sous les libs MVVM KMP ViewModel? Je ne pourrais pas te dire. Ok, d'accord. Je pourrais pas dire. Je pourrais pas te dire, mais c'est bien ce qui fait que c'est moins. C'est pas encore là. C'est bien la gestion du cycle de vie qui en joue. Voilà, après du coup côté data layer, database SQLite, Realm pour du NoSQL, éventuellement du Datastore, pas préférence pour le coup. User préférence, il y a des choses, mais pareil en lib tierce. À la limite, voilà, c'est cool que du coup côté Google il y ait ce qu'il faut. Et après côté network avec Ktor, c'est plutôt bien solide. Et ensuite, bah, juste quelques trucs. Bah, pour la programmation concurrentielle, très vite, on bosse avec la lib Kotlin X Coroutine. Et puis, si on veut une business logic components comme c'est à la mode chez Flutter, hein, je pense,
Il y a Decompose qui est super sympa. Et pour les frameworks d'ingestion, Coin aussi fait le taf. Voilà, donc du coup on en arrive à un petit peu les questions que vous posiez, c'est-à-dire la feuille de route 2024. Donc ce qui est officiellement dans la feuille de route, c'est meilleure gestion des ressources avec gestion des chaînes de caractères. Portage intégral de Jetpack Compose en multiplateforme, en tout cas un vrai progrès et un vrai dynamisme sur le... Voilà, donc ce qui est dispo, voilà, c'est annotation, collection, datastore. Support officiel de la navigation, live preview. Alors ça, j'en ai pas parlé, c'est vrai que je ne vous ai pas montré comment on fait des previews. Aujourd'hui, on fait des previews par plateforme. Alors il y a un petit trick en rajoutant un contrat expect dans son common. On peut avoir le preview du desktop dans son common, ce qui peut être pratique pour éviter de revenir sur un source set. Mais à part ça, on ne peut pas avoir une preview multiplateforme encore. Donc on l'attend avec impatience. Et puis amélioration du coup perf et rendu iOS. Moi je sais que j'ai eu des petits problèmes sur les focus iOS, sur des emblems de focus. Je ne sais plus comment on avait résolu ça. Je crois qu'il est... Ah non, il n'est pas là. Ouais. C'est moi qui... Bref. Antoine Robier que tu cherchais, c'est ça? Pardon? Antoine Robier, c'est lui que tu cherchais. Exactement. J'ai cru le voir. Du coup, Yacine, est-ce que tu peux du coup nous faire un petit topo du coup sur le back-end maintenant? Ouais, très bien. Alors donc là, Ibrahim a fait un petit tour de KMP, aussi sur un peu petit focus aussi sur le front-end. Là, du coup, c'est le tour du back-end. Donc, allez, on va regarder un peu tout ce qu'on peut faire si on veut faire du back-end en Kotlin. Les choix qu'on peut faire, avec Kotlin, on a énormément de possibilités. Donc, si vous êtes plus, si vous venez de l'écosystème Java ou si vous voulez utiliser des frameworks qui sont assez matures, assez puissants, très utilisés, vous avez accès au framework de la JVM. Donc, il y a Spring Boot et Quarkus, ce sont les deux plus connus. Sachant que Spring Boot et Quarkus, si vous allez dans le site officiel, dans leur site officiel, ils proposent ce qu'on appelle des wizards, c'est-à-dire vous avez une interface web où vous choisissez les différents composants que vous voulez intégrer dans votre projet, vous cliquez sur un bouton et ça vous génère un projet avec tout ce que vous voulez utiliser. Et parmi les choix que vous avez dans les wizards, vous avez Kotlin, c'est-à-dire que ce sont des langages officiellement supportés par les frameworks. Donc voilà, c'est-à-dire quand vous allez là, vous avez en langage soit Java, soit Kotlin. Donc bien sûr, nous, on va choisir Kotlin. Après, si vous voulez faire vraiment du pur Kotlin, c'est-à-dire si vous voulez avoir des frameworks qui sont prévus pour exploiter les possibilités du langage Kotlin, au lieu d'avoir juste du Java que vous faites en Kotlin à la place, vous pouvez opter pour des frameworks pur Kotlin, comme Ktor ou HTTP4K. D'ailleurs, HTTP4K, il a eu un trophée récemment par la fondation Kotlin, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, si vous voulez faire quelque chose de plus exotique ou si vous voulez tenter le truc, vous pouvez aussi écrire du Kotlin qui va cibler du JS, comme on a dit tout à l'heure. Et ça, ce JS-là, si c'est du JS que vous pouvez faire tourner sur du Node.js ou du Express.js, ça va fonctionner. D'ailleurs, dans la formation qu'on a rédigée, dans le workshop qu'on a animé dans pas mal de conférences, il y a une démo pour écrire du code en Kotlin qui va être exécuté sur de l'Express.js, parce que Kotlin, c'est un peu comme TypeScript, c'est-à-dire qu'il va un peu transpiler vers du JS ou du WebAssembly, du coup. Alors, donc là, on va faire une petite démo, mais avant de ça, on va d'abord parler des use cases. Parce qu'en fait, dans le site de JetBrains, le site de Kotlin, le site officiel, il y a un truc super sympa, c'est qu'il répertorie les use cases, c'est-à-dire les différents retours d'expérience. Donc on en a retenu deux, pour dire que à chaque fois, ils étaient très contents de passer vers Kotlin. Et généralement, c'est du passage de Java vers Kotlin, parce qu'il y a la null safety, parce que c'est un langage assez concis, parce qu'il y a aussi... pas mal d'autres trucs intéressants, les DSL, les data classes, où on définit une classe avec une seule ligne sans avoir à faire de getter et setter à répétition. Donc là, vous avez même un exemple où ils utilisent du GraphQL chez Expedia Group. On a eu la présentation ici. Atlassian, ils utilisent Spring Boot. Ils utilisent Kotlin. Et ils sont super contents de faire du back-end en Kotlin. Et donc, ce qu'on espère voir aussi peut-être dans le temps, c'est de voir de plus en plus de Kotlin côté back. Donc, avant de faire du coup la démo, je vais vous juste faire un petit topo. Donc là, on a vu du GraphQL tout à l'heure. Là, on va rester sur du REST. On va voir une démo pour faire du Ktor Server, pour développer une API REST qui a deux endpoints. Donc voilà, c'est un endpoint pour afficher des Street Fighters.
Donc vous avez le get/slash et le get_fighters. Et là, c'est un aperçu de l'interface dans le Swagger qu'on va générer. Et dans le jargon, ça s'appelle des routes. Donc vous avez une route slash et une route slash fighters en get. Est-ce que tu peux du coup lancer la démo? Merci. Hop. Ah, je t'ai donné la chaise, maintenant c'est ton tour. Et donc, serveur démo. Donc pour faire vite au niveau temps, donc j'ai préparé une vidéo pour que ça s'enchaîne bien. Donc là, je suis sur le site de Ktor Project Generator, start.ktor.io. Vous choisissez les différents modules que vous voulez intégrer dans votre application. Le Content Negotiation, c'est ce qui permet de rajouter les content types. La sérialisation, c'est ce qui permet de faire du JSON à partir de vos objets. Et vous avez ensuite Swagger UI, qui permet de générer l'interface Swagger de votre API. Donc une fois que vous avez choisi tout ça, le routing, bien sûr, qui permet de facilement développer ces routes. Vous faites Generate Project, ça va vous générer un zip. Et en même temps, en plus, cerise sur le gâteau, vous avez même une doc assez exhaustive de tout ce que vous pouvez faire une fois que vous avez téléchargé votre projet. Voilà, donc là, je parcours rapidement. Une fois que le projet est téléchargé, dézippé et ouvert sur votre éditeur, donc VS Code ou IntelliJ, là peu importe. Donc là, vous avez un fichier, vous avez une route en get. Pour lancer le serveur, on fait /gradlewrapper run. Et j'aime bien mettre le -- console plain. Donc c'est un flag qui est très intéressant pour les applis qui continuent de tourner. Parce qu'en fait, le Gradle tout court, ben, il affiche 4 lignes. Donc moi, je préfère ça. Donc là, on voit une démo des deux endpoints. Et le démo du endpoint et du Swagger qui est fourni par défaut. Et le Swagger, au fait, il va aller chercher depuis un fichier qui est là. Donc le fichier, on va l'écrire à la main. C'est pas comme tout à l'heure où il y a plein de générations. J'ai pas encore été aussi loin. Mais là, donc, on va rajouter un deuxième endpoint. Donc pour cela, on ne va pas utiliser une base de données. On va juste faire un data class, faire un list of de quelques personnages générés par Copilot. On va le remercier. Et ensuite, on rajoute le get de /fighters, qui est juste un call.respond. Voilà, donc c'est très concis. Hein, c'est vraiment, on peut faire même des API en une seule ligne de code. Donc on a bien notre endpoint qui fonctionne. Par contre, ce n'est pas dans le Swagger, parce qu'il faut mettre à jour le fichier. C'est ce qu'on va faire juste ici. Voilà, donc là, ça va aller vite. Donc là, on va rajouter juste l'entrée. Et normalement, dès qu'on relance le serveur, il y a aussi normalement du hot reload, du live reload qui est disponible. Il faut juste l'activer. Donc de mon côté, je n'ai pas creusé aussi cette piste-là. Mais normalement, il y a du live reload quand on fait quand on développe un serveur. C'est une fonctionnalité qu'on aime bien avoir. Alors, donc, vous voyez l'affichage avec console plain, hein, ça défile, quoi. Voilà, donc on a nos deux endpoints. Et voilà la démo pour Ktor Server. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur ça. Le console plain, ça fait quoi du coup? Donc en fait, quand on fait Gradle Wrapper par défaut, il va essayer d'avoir 4 lignes qui se mettent à jour. Et du coup, quand le serveur... Ouais, c'est ça. Et en plus, ça vous fait un pourcentage building. Du coup, par contre, pour un serveur, nous, on ne veut pas avoir que le terme... Enfin, c'est contre-intuitif de garder le terme building ou running alors qu'il est déjà démarré. Tu vois, donc ça peut être contre-intuitif et on peut se faire... Genre que c'est pas un terminal, mais que c'est un fichier normal. Oui, il fait un affichage normal, quoi. C'est-à-dire il va afficher les lignes une par une, et dès que le serveur démarre, tu as la dernière ligne, et tu n'as pas la décoration en trop qui peut induire en erreur. Donc c'est pour des commandes one-shot qui se finissent aussitôt, ce n'est pas la peine de faire un console plain, mais pour un truc qui continue de tourner, on ne veut pas avoir le pourcentage, ça peut induire en erreur. Voilà. Donc ça, c'est la partie Kotlin côté serveur. Maintenant, on va voir quelques trucs intéressants. Ce n'est pas vraiment du KMP, mais quelque chose lié à du Kotlin pour le data science. On va regarder ça. Ça paraît, c'est une fonctionnalité super récente. Donc, qu'est-ce qui permet de faire ça? C'est grâce au Jupyter Notebook. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des Jupyter Notebook? Donc ça, c'est un format de fichier qui prend de plus en plus d'ampleur, qui est super intéressant. Donc, il est standard open source. En fait, c'est quoi? C'est du Markdown et vous mélangez des bouts de code exécutables. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez, avec un éditeur ou une web app compatible, je donnais des exemples ici, cliquer sur un bouton pour exécuter ce code pendant que vous lisez la doc.
Donc, c'est des fichiers interactifs très puissants. Donc, c'est pour le data science, mais je pense que pour des cours, c'est super intéressant aussi. Pour des formations, ce genre de choses, pour de la doc de projet. Et vous avez un exemple ici, du coup. Et ça se base, donc l'exécution des langages, ça se base sur le concept des kernels, des noyaux. Python, c'est le kernel par défaut parce que c'est du data science, donc Python. Mais il y a pas mal de kernels disponibles. Kotlin, JavaScript, C Sharp. Voilà, faut juste chercher. Nous, on va faire la démo du Kotlin. Donc pareil, j'ai préparé une petite vidéo pour éviter, s'il te plaît, Ibrahim, merci beaucoup. En mode, hop. Donc Jupyter démo, c'est parti. C'est parti. Donc là, pour changer un peu, on a fait du VS Code. Donc il y a un plugin Kotlin pour VS Code. Donc comme ça, il n'y a pas de jaloux. Donc là, on a créé un fichier IPNB, donc IP Notebook. On va écrire du Markdown. Donc voilà, on accélère un peu. C'est du Markdown classique. On va cliquer sur un bouton, direct on a le rendu. On va recliquer sur un bouton où on clique dedans, on peut éditer. Et là, en plus, c'est écrit un Markdown. Là, c'est du Python. Mais vous inquiétez pas, on va spécifier le langage après. Donc là, dès qu'on clique, comme on n'a pas spécifié le langage par défaut de ce script, de ce fichier-là, on va choisir que c'est du Kotlin. Et on peut faire du Kotlin qui s'exécute. Voilà. Donc, et là, le fait que Kotlin, oui. Comment on fait pour importer des libs Justement, il y a un exemple juste après. Ici, tu fais %ext et tu importes des libs. Donc, j'ai pas ensuite après les libs disponibles et tout ça, faut creuser. Mais si tu fais use, le nom de ta lib, elle est importée. Voilà, donc ça va même la télécharger, enfin la mettre à disposition. Parfois, il y a certains libs où il faut d'abord faire le pip install pour avoir peut-être sa version Kotlin, quand c'est avoir la librairie Python quand elle est dispo. Et là, dans cet exemple-là, on a un ensemble de données qu'on plotte. C'est pour ça que c'est utilisé pour le data science, parce que ça permet rapidement d'afficher des données. Là, je vous ai montré ce qu'il faut installer, donc il faut avoir Python, ce qu'il faut installer pour avoir le noyau Kotlin et aussi le Jupyter. Donc si vous faites Jupyter Espace Lab, comme vous voyez là, une fois que vous avez installé ce qu'il faut, hop, vous avez aussi une interface web. C'est-à-dire que vous pouvez même héberger ça dans vos serveurs. Si vous avez un petit serveur à disposition, vous pouvez avoir cette interface-là. Vous faites la même chose, donc vous écrivez du Markdown et du code, et ça va s'exécuter. Et dans cette partie-là, ce qui est bien avec cet éditeur web, c'est qu'une fois que vous avez écrit votre code, Kotlin ici, du coup, avec une string interpolée, voilà, on peut même exporter en Markdown. Vous avez différents formats, du Markdown, du PDF. Donc là, par exemple, si vous voulez directement coller le résultat dans votre Markdown, dans un Markdown que vous voulez partager, vous avez le résultat ici. Et vous avez aussi WebPDF. Donc là, c'est pour vous montrer que, voilà, pas vous inquiétez pas, ils vous disent ce qui manque, il faut juste l'installer, quoi. Voilà. Il faut installer ce qui manque, c'est listé. Hop, allez, on va tenter une deuxième fois. WebPDF, et vous êtes, bon, là, il n'y a pas de surprise, ça va encore échouer. Là, il vous dit qu'il faut installer ça, quoi. Playwright. Donc une fois que c'est installé, donc là, c'est déjà installé, donc ça va vite. On fait un Jupyter Lab. On fait un export, et là, on a bien un PDF. Donc, pareil pour les cours ou pour des rapports, c'est super intéressant. Là, j'ai pris un autre exemple, et voilà. Et vous voyez bien le %use d'une librairie externe qui a été importée pour afficher une image qui est téléchargée depuis Internet. Et le %use, c'est qu'en Python, en Kotlin, c'est une syntaxe différente, non? C'est du Kotlin, ça. C'est du Kotlin? Ouais, c'est du Kotlin, ouais. Ça doit être une extension du langage pour que ça marche dans les notebooks. Donc tout ça, c'est du Kotlin. Hein. Ça, c'est image. Kotlin supporte du coup le nommage des arguments. Ouais, donc tout ça, c'est du Kotlin. Donc voilà, vous voulez faire des Jupyter Notebook ou des docs, des petits tutos, ben on peut le faire maintenant avec Kotlin et des Jupyter Notebook. Et le plugin pour IntelliJ, il est dispo que sur Ultimate. Par contre, VS Code, c'est dispo. Donc vous avez le plugin, le kernel Python installé avec PIP. Voilà, bah merci. Je t'en prie. Du coup, ouais, Yacine, est-ce que tu peux nous parler un peu des futurs du langage? Ouais. Allez, ça c'est le dessert, hein, après le plat. Donc, oui, il y avait une question? Non, 5 minutes. 5 minutes, d'accord. C'est parfait. Donc, on va regarder un peu qu'est-ce qui va sortir.
Moi, je pense après la sortie de Kotlin 2. Parce que pour les développeurs qui font de l'Android, vous avez remarqué peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités Kotlin. D'ailleurs, j'ai le meetup où j'ai fait les nouveautés de Kotlin 1.3. Depuis ce jour-là, il n'y avait pas eu beaucoup de choses. Mon intuition, c'est que, ou mon analyse, c'est que bah, ils étaient vraiment concentrés sur KMP et Kotlin 2, nouveau compilateur de Kotlin. Et je pense qu'après la sortie de Kotlin 2, là, ils vont vraiment commencer à rajouter des fonctionnalités niveau langage. Il y en a plein qui sont en cours de discussion, hein. C'est encore actif. D'ailleurs, je montre ici deux exemples. Par exemple, les backing fields. Donc, un backing field, c'est quoi? C'est quand vous avez une propriété, ce qui s'appelle element list, dont la valeur, c'est une variable que vous stockez en interne. Et ça permet, par exemple, ici, de dire que ce que vous exposez, ce n'est pas forcément ce qui est stocké en interne dans la classe. Ici, on a une liste, mais nous, en interne, on gère une mutable list. C'est-à-dire c'est pour ne pas permettre aux utilisateurs de la classe de modifier des éléments de la liste. On le fait qu'en interne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un backing field. Et ça, vous voyez que c'est un peu de boilerplate, hein. Et du coup, c'est une fonctionnalité qu'on peut utiliser déjà avec un flag. Donc il y a la doc ici au-dessus. Donc ça permet de raccourcir à ça. En fait, vous avez implicitement un champ field et ça vous permet d'avoir du coup un backing field de façon très succincte. Et vous permet de faire ça, ce que vous faites là, vous faites là. Donc vous exposez toujours une liste, mais en interne, c'est une liste mutable, si vous voulez modifier en interne ce qu'il y a dedans. Comment tu l'accèdes en interne? Normalement, tu fais. Alors, c'est une bonne question. Non, tu fais juste. Je pense que si tu fais un this point, il doit le détecter, hein, je pense. Mais normalement, le but, c'est d'exposer un truc, mais qui est différent de ce que tu as en interne. Ensuite, une autre fonctionnalité, donc celle-là, elle est encore en cours de discussion. Il n'y a pas de moyen de l'expérimenter. Et ça c'est vraiment une fonctionnalité, je pense, que tout le monde attend. Déjà vu la réaction de certains, bah là, ça va vraiment rendre votre langage encore plus concis que ce qu'il était déjà. Même pour les développeurs Python et tout, ils vont se retrouver quand ils vont lire cette doc. Ça s'appelle les littérales pour les arrays ou les collections. Et vous avez le lien si vous voulez voir les discussions qu'il y a derrière. Et il y a plein d'autres choses qui sont en cours de discussion. J'ai mis ici quelques noms de choses en discussion, des guards. D'ailleurs, pour les guards, je crois qu'il y a eu un lien, quelque chose qui était quelqu'un qui a partagé ça sur Twitter par rapport à un sondage. En fait, ce que font Kotlin, c'est que quand il y a des nouvelles fonctionnalités, parfois, ils demandent à la communauté de donner leur avis. Donc, j'ai vu ça sur mon fil Twitter, quelqu'un qui l'a partagé, j'ai cliqué sur le lien, j'ai donné mon avis sur les guards. Donc, si vous voyez un truc qu'ils n'aiment pas, peut-être c'est de ma faute, hein. Voilà, après, bon, il y a plein d'autres fonctionnalités. Donc, vous avez le lien, c'est les Kotlin Keep. C'est en open source, c'est un peu comme Swift, hein, c'est en open source, les discussions, les proposals. Donc, n'hésitez pas à regarder. Il y a des discussions intéressantes. Ils disent, voilà, moi, j'aime bien utiliser ce symbole plutôt qu'un autre pour telle fonctionnalité. Et pour avoir les sondages et tout, sur le Twitter de Kotlin, vous pouvez trouver de temps en temps des petits sondages pour avoir votre avis. Il y a même des lots à gagner, hein, parfois. Enfin, ensuite. Les fameuses. Les fameuses. Et donc, du coup, maintenant qu'on a fait un peu le tour, est-ce que tu peux nous dire, du coup, faire un petit. Ce que tu attends de côté KMP? C'est un peu tôt pour Noël, mais. Ouais, ta petite wishlist. Côté wishlist, quelques petites attentes aussi, des choses qui un peu émulent. Donc, l'arrivée les vieux modèles, on en a parlé. Le support complet de WAS pour Compose for Web. A priori, ça va arriver. Maintenant, quand, c'est la question. Après, moi, je trouve qu'il y a un vrai effort à faire sur la partie BDD. Alors, moi, j'ai eu des soucis. Alors, déjà, est-ce qu'il y aura Room multiplateforme? C'est la question. Et côté SQLite, déjà, vous avez vu l'instanciation du driver. Il y a encore des choses à faire pour que ça soit facile et agréable. La génération des fichiers SQ se fait un peu en background derrière des tasks Gradle. Et il y a des fois, surtout pour l'instant, les premières installs, ça peut être un peu compliqué. Et des fois, ça ne tourne pas. Et après, les drivers WebWorker, ouais, c'est assez fastidieux à mettre en place, on l'a vu aussi pour les libs. Donc il y avait ça. Après, côté coroutine, on peut avoir la gestion des dispatchers, tout n'est pas disponible en fonction, et notamment sur la partie web, pour pouvoir justement bien gérer ces dispatchers. Côté outillage, voilà, on sera toujours content d'avoir moins en moins de boilerplate dans son build.gradle, parce que là, on commence vraiment à bosser bien dans ces fichiers build.gradle et à passer du temps. Donc quid de Ampere, le nouveau build system, quid de Fleet, qui pour l'instant est gratuit, on espère même après.
Et après, sur iOS, pas mal encore de boulot. Il y a un truc qui serait vraiment cool, ça serait vraiment un vrai plugin Gradle, Binder d'Xcode, et qu'au lieu d'avoir des scripting un peu bizarres, et avec une réalité qui est que, que du coup, le support d'iOS ne se fait qu'avec Android Studio, et donc pas de support IntelliJ pour iOS, même si vous êtes sur un Mac. Le logging aussi, on voit très vite que avec les scripting lancés, on a une palanquée de logs, et il y a des libtierces qui permettent d'améliorer le logging iOS, mais bon, on aimerait bien que ça soit bien intégré. Et bien sûr, tout ce qui va être intégration SwiftUI, binding de tous les paquets, de tout le SDK, plus Swift Package Manager en intégration pour iOS, quoi. Moi, je donne ma petite prédiction, si je me permets. C'est enregistré en plus, j'espère que je ne dis pas n'importe quoi. Mais je pense que pour faire du KMP, on va nous dire qu'utiliser plutôt Fleet. Moi, c'est ma prédiction. Wait and see. Voilà. Voilà, c'est ça, rendez-vous. Et toi, Yacine, du coup, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon de l'écosystème. On en est où? Alors, moi, je dirais côté Kotlin, en langage et en écosystème, pour moi, comme j'ai dit au début, on a vraiment franchi un palier, on est vraiment monté d'un cran. Avec KMP, Kotlin 2, comme on a dit, c'est un écosystème complet et c'est un langage vraiment pour moi qui est à considérer sérieusement. C'est pas juste le langage Android, voilà, c'est parce que c'est ce que utilisent les gens pour Android, mais pour moi, c'est un langage qui peut tout faire. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose à considérer sérieusement. C'est moderne, il y a de la null safety, donc voilà, il n'y a que des choses bien avec. Donc ça, c'est mon point de vue. Donc c'est que des trucs bons qu'on attend pour Kotlin pour cette année. Et toi, Ibrahim, qu'est-ce que j'ai à dire? Ouais, non, puis je dirais que ça va vraiment sens pour nous deux, que c'est vraiment un bon momentum pour les devs Android de s'ouvrir à d'autres choses autour de l'écosystème Kotlin. Moi, typiquement, le développement back, ça ne m'avait jamais intéressé. Le fait qu'il y ait Ktor, serveur, client, ça commence à devenir super intéressant. Quid de demain, peut-être, avoir ces data classes bien synchronisées, d'avoir aussi ces fichiers de conf, éventuellement au build time, qui est des vérifications en fonction de ce qu'on a configuré côté back et côté front. Enfin, on peut imaginer plein de trucs avec une belle convergence back-front. C'est très motivant, en tout cas pour un dev Android, à mon sens. Voilà, du coup, on va terminer avec quelques ressources qu'on vous partage. On a développé en open source sur le GitHub de Worldline des formations sur Kotlin et Kotlin multiplateforme. Donc sur l'écosystème Kotlin en général, le front, le back et tout, et sur Kotlin multiplateforme. Et c'est ce qu'on a donné sur quelques conférences l'année dernière et j'espère dans d'autres conférences si on est accepté. Ouais, après, peut-être deux personnes à suivre, je pense, si vous n'êtes pas du tout dans l'écosystème. C'est Ivanov qui gère la lib précompose, donc architecture bloc. Décompose, ouais, tout à fait, merci. Et puis Pamela aussi, qui est une advocate chez JetBrains et qui a fait un talk super intéressant sur la partie, mais qui commence à dater début de 2023, si je ne dis pas de bêtises, enfin dernière Kotlin Conf, mais qui du coup on attend les nouvelles bonnes pratiques et on espère que ça va se consolider côté archi. Voilà, donc ça c'est une image du wizard. Et sinon c'est bon pour nous, on a fini. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention.